JM Analysis, un autre regard. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de JM Analysis qui est dédiée aujourd'hui à une belle rencontre, une rencontre historique fascinante qui a eu lieu entre Alexandre le Grand et Diogène de Sinope. Et nous allons explorer aujourd'hui les profondeurs de cette rencontre, l'analyse de ce dialogue très court mais très célèbre, et ce que cette analyse peut nous apprendre sur ce qu'est le pouvoir et ce qu'est également notre liberté. Mais tout d'abord, j'aimerais présenter rapidement ces deux personnages. Alexandre, j'ai envie de dire, on ne le présente plus. Même si vous n'avez que le brevet des collèges, vous devez connaître le nom d'Alexandre le Grand, chers amis. Alexandre le Grand, qui est né en 356 avant Jésus-Christ, qui est un conquérant, qui a une soif littérale de conquête, qui a été éduqué par le plus grand philosophe grec de l'époque, qui est Aristote, pendant 4 ans. Enfin 3 ou 4 ans. Et Alexandre, bien sûr, cherche avant tout le pouvoir, cherche avant tout la gloire à travers ses conquêtes, puisque nous l'avons vu, il voulait ressembler à son héros Achille, le grand soldat grec. Par contre, Diogène, peut-être, est un peu moins connu. Il est moins connu que Socrate, Platon, Aristote. Pourtant, il mérite le détour, notre Diogène. C'est un philosophe. Il est né en 412 ou 404. Oui, les dates ne sont pas très définies, pas très claires. C'est un philosophe qui remet en question les idées, les opinions communes, on va dire, et les conventions sociales. Donc, ce type de philosophe apparaît dans l'histoire sous le nom de cynique. Et le mot, d'ailleurs, cynique, a un sens assez étrange, dont on ignore exactement la signification, mais enfin qui vient du grec kynikos qui signifie un chien. Les cyniques s'en prennent en fait à l'ordre établi, au pouvoir, mais également aux bonnes mœurs, et Diogène est souvent représenté dans l'imagerie populaire comme un mendiant, qui vit dans un tonneau, qui n'hésite pas à haranguer les passants. Il apparaît parfois avec une lanterne éclairant les hommes, alors que nous sommes en plein jour, et disant qu'il recherche un homme véritable. Beaucoup de provocations donc chez les cyniques, et il est évident que cette rencontre qui va avoir lieu entre Alexandre le Grand et Diogène ne pouvait ressembler de loin, en tout cas, qu'à un affrontement. Cependant, je dirais que même dans un affrontement, vous pouvez respecter votre adversaire. Il peut y avoir parfois un respect mutuel des combattants, et je pense que c'est ce qui a dû avoir lieu, sans doute. Alors parlons un petit peu, si vous voulez, de cet événement fondamental. Replaçons-le un petit peu dans le contexte historique. Alexandre cherche à voir des philosophes, chaque fois qu'il rentre dans une ville, de la même façon qu'en Italie, nous trouvons des curés, en Grèce, nous trouvons des philosophes. Il n'est pas étonnant qu'Alexandre cherche à voir Diogène, parce qu'Alexandre a été l'élève, il ne faut pas l'oublier, d'Aristote, je l'ai dit, et Alexandre, il faut le noter, à toute sa vie, était entouré de philosophes qui vont intervenir soit comme des mentors, des sages qui vont lui donner des conseils avant de mener bataille, ou alors des devins qui vont l'accompagner lorsqu'il mène bataille, lorsqu'il part vers les territoires orientaux. Ce qui fait que Alexandre a littéralement, je dirais, soif de philosophie, de conseils, et il rentre dans la belle ville de Corinthe et il cherche le philosophe de la ville qui s'appelle Diogène. Or, Diogène n'est pas là. Et en soi, c'est un événement, puisque vous savez que si Alexandre cherche à vous voir, croyez-moi, vous serez présent devant Alexandre, et sans doute à genoux, en train de chanter un petit peu ses louanges. Ne pas se présenter à l'époque devant Alexandre, c'était, disons-le franchement, en quelque sorte signer son arrêt de mort. Bon. Surtout que lorsqu'on sait, d'ailleurs, le caractère, quand on connaît le caractère d'Alexandre. J'ai eu la chance d'entendre
des conférences et de lire des ouvrages de Pierre Grimal, qui était un spécialiste de l'Antiquité, qui racontait ce côté irascible du jeune roi, Alexandre n'hésitant pas à tuer parfois ses propres amis d'un coup de lance quand sa colère était aiguisée en quelque sorte par la boisson, qui fait que n'importe quel individu possédant un cerveau serait vraiment terrorisé à l'idée que Alexandre veut nous voir. Et le fait de ne pas voir le philosophe de la ville de Corinthe arriver devant lui a dû véritablement irriter grandement Alexandre. Alexandre, qui se considère comme le conquérant par excellence, personne ne lui résiste, et vous avez ici un vieux philosophe qui a décidé de le bouder, en quelque sorte, de ne pas se présenter. C'est ce qui explique qu'Alexandre, sans doute d'un pas décidé, avec sa belle tenue rouge, va vers le parc de la ville, où, lui dit-on, le philosophe aime bien à se prélasser, car le philosophe ne venait pas vers lui. Alors, en arrivant dans le parc de Corinthe, quelle ne fut pas, en quelque sorte, la surprise d'Alexandre, en voyant ce vieillard se prélassant effectivement sur un banc en train de profiter du soleil de la Grèce. Alexandre, dit-on, se pencha vers Diogène, sans doute pour l'impressionner, et Diogène répondit imperturbable « Ôte-toi de mon soleil ». C'est cette phrase qui va nous marquer, qui a marqué le monde entier, l'humanité. C'est une petite phrase « Ôte-toi de mon soleil » qui est lourde de sens, lourde de symboles, comme nous allons le voir. Alors, est-ce que nous avons des descriptions? Bien sûr, elles sont plus ou moins légendaires, vous vous en doutez. La description la plus détaillée de cette rencontre nous est donnée par Dion Chrysostome, qui était un rhéteur grec du IVe siècle, du 1er siècle, après Jésus-Christ, dans un discours qu'il a écrit, qui est un discours sur la royauté. Donc, je vous livre ici cet extrait, l'extrait de cette rencontre. Il advint que Diogène se trouvait seul, ce jour-là, au Cranéion. Il n'entretenait en effet autour de lui ni disciples, ni foule nombreuse, que l'on voit autour des sophistes, des joueurs de flûte et des maîtres de chœur. Alexandre s'approcha donc de Diogène, encore assis, et il le salua. L'autre leva sur lui un regard terrible, comme un lion, et lui ordonna de se déplacer un peu de côté, car il était en train de se chauffer au soleil. Alexandre fut aussitôt charmé de l'assurance tranquille du bonhomme qui n'était pas ébranlé par sa présence. Il est en effet comme naturel aux gens braves d'aimer les braves, tandis que les lâches les regardent par en dessous et les haïssent comme des ennemis, mais ils vont vers les coquins et ils les aiment. En conséquence, la vérité et la franchise comptent pour les premiers comme les plus agréables des biens, tandis que les autres estiment au contraire la flatterie et le mensonge. Et ces derniers écoutent volontiers ceux qui leur parlent pour plaire, tandis que les premiers n'écoutent que les gens qui ont souci de la vérité. Alors la question, évidemment, à se poser, c'est quel est le sens que nous pouvons donner à cet événement? Un roi qui se penche sur ce vieillard philosophe qui est en train de faire une bonne sieste et le vieillard qui répond « Ôte-toi de mon soleil ». Quel est le sens que nous pouvons donner à cette parole et à cet événement? On a hasardé, je dirais, plusieurs hypothèses. La première, c'est que ce qui s'est passé à cette époque, c'était la rencontre non pas entre deux hommes, mais entre deux formes de folie, puisque ces deux personnages ont été comparés par les historiens à des fous par leurs excès. Tout d'abord, Diogène. Diogène avait la réputation de la folie, en quelque sorte, d'une folie douce, d'une folie philosophique. Platon disait d'ailleurs que Diogène était un Socrate qui était devenu totalement fou. Le terme grec, c'est Socrates Maïnoménos, ce qui veut dire un Socrate, effectivement, qui a perdu les pédales. Et le cynisme, d'ailleurs, cette philosophie, pouvait paraître à l'époque, d'ailleurs, semblable à une sorte de folie. Pourquoi? Parce que l'anticonformisme des cyniques était tellement absolu, était tellement poussé à son comble, qu'il ressemblait plus à la déraison qu'à la raison.
Quant à Alexandre, les historiens critiquent l'ambition de ce jeune roi, ce qu'on appelle la mégalomanie, une mégalomanie extrême, une démesure finalement d'Alexandre, qui veut créer un empire, qui se prend pour le maître du monde, Cosmocrator. Ici, la folie d'Alexandre n'est pas celle de Diogène, il ne s'agit pas de la folie cynique, mais il s'agit de la folie politique, c'est la folie des grandeurs, tout simplement. Ce qui fait que la rencontre entre ces deux hommes apparaît souvent comme la rencontre entre deux formes de déraison. Mais allons plus loin, entre ces deux hommes, bien sûr, il y a quelque chose de plus profond qui se joue, quelque chose qui évoque, selon moi, la raison plus que la folie, bien sûr. La deuxième chose, c'est le respect que l'on voit d'Alexandre pour la philosophie. C'est-à-dire le respect pour, finalement, le discours de la raison, ce qui est la définition de la philosophie. En effet, Alexandre, en voyant Diogène, ne voit pas, selon moi, le vieux fou de l'histoire. Il voit sans doute la raison philosophique en acte et en parole. Pourquoi ? Parce qu'Alexandre connaît la philosophie. Il connaît la philosophie par l'intermédiaire de son maître Aristote. Et on peut penser que s'il n'a pas tranché la tête de Diogène, comme Alexandre a tranché le nœud gordien, c'est sans doute par respect pour la parole des philosophes. C'est la raison pour laquelle Alexandre, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de Diogène, aurait dit ceci : « Si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais aimé être Diogène. » Mais il faut aller encore plus loin. Et il faut essayer de comprendre ce qu'est justement cette philosophie qui est incarnée par Diogène et son maître Antisthène, c'est-à-dire la philosophie des cyniques. Pour comprendre la philosophie scénique, et notamment pour comprendre cette petite scénette entre Diogène et Alexandre, il faut partir tout simplement d'une notion qui est la notion de pouvoir. Le pouvoir, c'est ce que refuse justement le philosophe scénique. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut que s'intéresser à la philosophie scénique. Diogène n'est pas un homme qui aime le pouvoir, c'est un homme qui refuse le pouvoir. Partons donc de la notion de pouvoir, si vous voulez bien. Le pouvoir, c'est tout simplement ce qui est désirable pour les hommes. Le pouvoir, on peut dire, exerce une fascination que l'on pourrait nommer universelle. Vous le trouverez partout. Cette libido dominandi dont parle saint Augustin, ce désir du pouvoir. Lorsque les parents envoient leurs enfants à l'école, je vous pose la question, qu'espèrent-ils ? Qu'espèrent les parents qui envoient des enfants à l'école ? Il serait très très naïf de penser qu'ils espèrent que leur progéniture deviendra savante. Ça, c'est vraiment de la naïveté. Si les enfants envoient leurs enfants à l'école, les parents envoient leurs enfants à l'école, c'est tout simplement qu'ils espèrent qu'ils acquerront du pouvoir, qu'ils obtiendront des positions dominantes dans la société. Sciences Po, les écoles de commerce, vous avez déjà entendu ça, non ? Sont des marchepieds, non pas vers la science, mais vers toujours plus de pouvoir. Tout le monde rêve de devenir Alexandre le Grand, maître du monde. Mais c'est là que intervient Diogène. Pour Diogène, il y a quelque chose qui cloche avec le pouvoir. Et qu'est-ce qui cloche avec ce pouvoir ? Pour quelle raison Diogène réagit-il ainsi devant le roi des rois ? L'idée que l'on peut reconstituer de Diogène, c'est que le pouvoir des uns se fait souvent au détriment des autres. C'est-à-dire que tout pouvoir possède en lui-même une dimension tyrannique. Derrière quelqu'un qui recherche le pouvoir,
eh bien, nous reniflons, si nous sommes un chien cynique comme Diogène, nous reniflons le tyran. Comme le disait très justement Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir, disait Montesquieu, est tenté d'en abuser. Ce qui fait que Diogène, qu'est-ce qu'il demande à Alexandre ? Il lui demande de se retirer de son soleil. Il lui montre ainsi que le véritable soleil, ce n'est pas le soleil de la gloire, ce n'est pas le soleil du pouvoir, mais c'est le soleil de la sagesse, c'est le soleil du bien. C'est le soleil que recherche le prisonnier de la caverne de Platon que certains d'entre vous connaissent. Ce qui fait que Diogène a le courage de proposer un autre idéal de vie, une autre existence, une existence qui n'est plus fondée sur la recherche des honneurs, j'ai envie de dire, excusez-moi de le dire, sur le diplôme et l'éducation nationale, mais sur l'effort spirituel et la quête de l'excellence. Alors ce courage, cynique, Alexandre le respecte visiblement. Diogène Laërce, d'ailleurs, l'autre Diogène, nous raconte une autre anecdote entre Alexandre et Diogène à ce propos. Écoutons ce que dit Diogène Laërce. Alexandre, s'étant subitement présenté devant Diogène, lui demanda si sa présence ne lui causait point de crainte. Diogène répondit « En quelle qualité voulez-vous, Seigneur, que je vous craigne ? Est-ce comme bon ou comme mauvais ?»« Comme bon, répondit Alexandre. Eh bien, reprit Diogène, comment peut-on craindre ce qui est bon ? Vous voyez que Alexandre, lorsqu'il considère Diogène, je pense qu'il le considère en militaire. C'est-à-dire qu'il juge Diogène dans la perspective du timos, c'est-à-dire de ce que les Grecs appellent l'âme courageuse. Diogène est courageux, il est même allé au-delà de Platon et d'Aristote, non pas par la science, mais par son cynisme. En effet, Platon et Aristote, tout en étant les plus grands philosophes que la Grèce ait connus, sont des chefs. Ce sont des chefs d'école, ce sont des gens qui, en même temps qu'ils désirent la science, le savoir, ce sont des gens qui, en même temps, cultivent le pouvoir. À travers quoi ? À travers leurs académies. Platon et Aristote sont des hommes de pouvoir qui vont influencer toute la Grèce. Mais Diogène, lui, méprise ouvertement la gloire. Il méprise ouvertement le pouvoir. Alors, certains me diront, mais qu'est-ce que tu en sais ? Peut-être que Diogène était comme nous, peut-être qu'il aimait tout simplement à avoir du pouvoir, à jouir du pouvoir. Alors j'ai mes armes, j'ai mes indicateurs, et mon indicateur en chef, c'est Diogène Laërce. Diogène Laërce qui nous dit de Diogène de Sinope ceci. Lorsqu'il considérait les interprètes des songes, les devins et ceux qui employaient leur ministère, ou l'attachement qu'on a pour la gloire et les richesses, rien ne lui semblait plus insensé que l'homme. Qui fait que Diogène nous invite à repenser nos valeurs et à chercher une vie qui soit véritablement guidée par la vertu et non pas par la quête, disons, du pouvoir et de la domination. On perçoit alors ce trait distinctif, très impressionnant d'ailleurs dans la vie de Diogène, c'est que Diogène n'est pas comme nous. Alors que la plupart des gens cherchent à accumuler des biens et des richesses, sans doute vous, sans doute moi, nous regardons la fin du mois, nous faisons attention à notre avoir, à ce qui est dans notre poche ou notre compte en banque, Diogène fait exactement l'inverse. Pour lui, la sagesse n'est donc pas une question d'avoir, n'est pas une question de possession, mais de dépossession. Et ça, nous le savons parce que nous avons des anecdotes qui montrent ce qu'est la philosophie cynique. Diogène avait très peu de choses, mais vous avez remarqué que le terme que j'emploie, le verbe, c'est le verbe avoir. Or, en voyant, dit-on, un enfant boire dans ses mains,
Diogène, qui n'avait qu'un gobelet, le jeta. On dit qu'il a observé un autre enfant manger des lentilles sur du pain, ce qui l'a incité à abandonner sa dernière écuelle. Vous l'avez compris, la sagesse cynique, c'est l'apprentissage d'une forme de dénuement. Un dénuement, disons-le, qui est à l'opposé des idéaux qui nous accablent actuellement. Si vous demandez ce qu'est le désir universel, on va vous répondre la gloire de Mbappé, sa richesse, la fortune peut-être de Jeff Bezos, ou alors les finances d'Elon Musk. La sagesse de Diogène, elle, nous invite à dire non à ces faux soleils, à cette lumière trompeuse du pouvoir et de l'argent. C'est une sagesse qui traverse le temps, qui est intempestive, qui va à l'encontre de toutes les valeurs de notre époque et de toutes les illusions éblouissantes. Diogène nous apprend à dire non au pouvoir et à l'argent, à mépriser ce que les autres adorent, à savoir le veau d'or et le dieu Mammon. Ce qui m'intéresse, enfin, dans cette petite discussion, c'est d'évoquer l'impact artistique de cette rencontre entre Diogène et Alexandre. Cette rencontre, elle a inspiré de nombreux artistes. C'est-à-dire qu'elle a impressionné les philosophes, bien sûr, Monsieur Tout-le-Monde, le quidam, mais également les artistes. Alors, Pierre Puget, bien sûr, le grand sculpteur méridional du sud de la France, qui est également un peintre, un architecte du XVIIe siècle. Et vous savez que Pierre Puget a fait quelque chose d'extraordinaire si vous allez au Louvre. C'est déjà une raison d'y aller, c'est son bas-relief impressionnant, réalisé en marbre de Carrare et qui représente la rencontre entre Alexandre et Diogène. On dit que Pierre Puget faisait trembler le marbre à juste titre. Et vous reconnaîtrez Alexandre, bien sûr, qui a les traits du jeune Néron, et également des éléments qui s'inspirent de la sculpture hellénistique. Alexandre, dans ce superbe bas-relief, est à cheval sur son fameux coursier bucéphale, une main ouverte sur sa poitrine. Il est entouré de chiens féroces et il observe, je dirais avec une certaine condescendance, Diogène, le vieillard philosophe qui lui tend une main comme un mendiant. Mais la scène a également marqué des poètes. Vous avez des écrivains comme Lucien de Samosate, qui était un rhéteur du IIe siècle après Jésus-Christ, qui a imaginé des dialogues fictifs dans l'Hadès, c'est-à-dire dans le royaume des morts, entre Alexandre et Diogène. C'est-à-dire que pour Lucien de Samosate, Diogène et Alexandre non seulement ont parlé dans leur vie historique, mais continuent à s'entretenir dans la vie de l'Hadès. Et enfin des peintres comme Pellegrini, le peintre vénitien, qui a abordé également le sujet de la manière la plus baroque qui soit. Ce qui fait que, chers auditeurs, cette rencontre historique entre Diogène et Alexandre, on peut dire, a alimenté les arts. Et comme le dit le philosophe Hegel, certains événements qui font l'histoire sont amenés à se répéter de toute éternité, et c'est sans doute le cas pour notre rencontre.